Noël Mamère, Martine Aubry et Cécile Duflot, les deux numéros 1 socialistes et écologistes, se sont rencontrés dans la journée et ont validé un accord politique de majorité parlementaire entre les deux partis. Pourtant, il subsiste encore des désaccords importants sur la question du nucléaire. Est-ce pour vous un accord à minima? C'est un accord technique. Disons que c'est un accord de basse intensité pour faire référence à la question de l'énergie. Nous ne sommes pas dans le cadre d'une fusion, donc nous avions le choix, qui était un choix cornélien, entre se dire nous ne cédons pas sur la question de l'interruption du chantier de l'EPR, nous claquons la porte et nous prenons le risque de l'isolement, ou de dire bon, on accepte qu'il y ait des désaccords et en particulier sur cette question, en faisant le bilan de ce que nous avons obtenu et en se disant on reste dedans pour contribuer à changer les politiques publiques et pour contribuer à la transformation de la société telle que nous voulons cette transformation. Le choix qui a été fait par les négociateurs et par la direction est le choix de rester dedans. Je pense que la direction a raison. Maintenant, nous avons un Parlement, des écologistes que l'on appelle le Conseil fédéral ce week-end, samedi et dimanche. Ce sera au Conseil fédéral de décider, c'est-à-dire que les négociateurs vont arriver en posant sur la table l'ensemble de ce qu'ils ont obtenu, l'ensemble des convergences, mais aussi les points de divergence qui feront l'objet encore de discussions et de débats devant la société. Et ce sera à notre Parlement de choisir. Le risque que, si vous voulez, on est en quelque sorte devant une double épreuve de vérité. La première, c'est que, comme nous nous y attendions finalement, nous savons que nous avons un problème culturel avec la gauche traditionnelle et le Parti socialiste en particulier, même s'il a fait beaucoup de progrès, de pas dans notre sens, qui considère toujours le nucléaire comme un symbole du progrès, comme un symbole de la grandeur de la France, un peu comme De Gaulle avec le Concorde. On a vu d'ailleurs ce que ça donnait comme échec industriel. Et je crois que ce problème culturel est devenu un problème politique qu'il va nous falloir résoudre. Mais on se donne les moyens de le résoudre, parce qu'il va y avoir pour la première fois dans l'histoire de la République, et même de toutes les républiques, depuis la Deuxième Guerre mondiale, un vrai débat devant la société qui en a été privée pendant 50 ans. Et le deuxième aspect de cette double épreuve de vérité, c'est que nous touchons du doigt les effets complètement dévastateurs d'un système électoral qui est basé sur ce qu'on appelle le scrutin uninominal majoritaire à deux tours, qui fait qu'un parti émergent comme les écologistes, qui chaque fois qu'il y a une proportionnelle fait de très bons scores, qu'il s'agisse des européennes, des régionales ou des municipales, se trouve coincé avec aujourd'hui 4 députés à l'Assemblée nationale, ce qui ne correspond pas du tout à notre poids dans la société. Donc d'une certaine manière, nous sommes tenus par un accord si nous voulons continuer à agir et si nous voulons continuer à jouer un rôle dans la transformation de la société. Et c'est vrai que dans l'accord qui a été confirmé ce soir par Cécile Duflot, notre secrétaire nationale, et par Madame Aubry, il y a l'introduction d'une dose significative de proportionnel qui va nous permettre de sortir de ce système empoisonné qui ne permet pas une juste représentation des écologistes. Je vous donne un exemple pour que les auditeurs comprennent bien ce que je veux dire. En 1997, les écologistes français ont réalisé aux législatives un score de 7,5%. Les Allemands ont fait exactement le même score. Les Français, nous avons eu 7 députés. Les Allemands ont eu 51 députés, parce qu'ils ont un système mi-majoritaire, mi-proportionnel. Et ils ont donné à l'Allemagne, et je le dis sur RFI, le plus grand ministre des Affaires étrangères de l'après-guerre avec Joschka Fischer. Donc il n'y a pas de fatalité à rester dans un système qui nous piège, qui nous condamne, qui nous enferme et qui nous corsette. Avant de parler de la candidature d'Eva Joly à la présidentielle, une réaction Noël Mamère après le déplacement de Nicolas Sarkozy à Bordeaux. Ce matin, le chef de l'État est venu parler de fraude sociale. Nicolas Sarkozy a déclaré « Voler la sécurité sociale, c'est trahir la confiance de tous les Français, c'est porter un coup terrible à la belle idée nécessaire de solidarité nationale. C'est un nouveau plan de communication, selon vous ?» Voilà de belles paroles. Nous avons un président qui dit je ne suis pas candidat ou qui pour l'instant dit je suis président et qui se comporte comme un candidat et qui ressort de ses tiroirs et de ses armoires le coup de la fraude sociale. Ben moi je recommande à M. Sarkozy de lire les derniers rapports sur l'évasion fiscale
Et puis il constatera avec moi, c'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les chiffres qu'il peut trouver dans Le Monde du 19 août 2011, avoir estimé des clients européens dans les banques en Suisse en 2007 en milliards d'euros. Pour la France, 80,4 milliards d'euros non déclarés. Qui s'occupe de ça déjà? Qu'ils nous disent que les fraudes qui sont commises sont d'abord celles de ses amis du CAC 40 et ses amis du Fouquet's, et qu'il arrête d'exalter les vertus de ces sportifs ou de ces artistes qui mettent leur argent en Suisse pour éviter d'être de bons contribuables. Alors on s'en prend à qui? On s'en prend aux plus vulnérables, on s'en prend aux fonctionnaires, et on monte encore une France contre une autre. La France des fonctionnaires qui seraient tous des fraudeurs, et la France des gens bien qui respecteraient les choses, qui le nomment. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a la RGPP, cette réforme qui consiste à ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux. Eh bien, s'il veut qu'il y ait moins de fraude à la sécurité sociale et aux arrêts maladie, eh bien qu'il recrute des inspecteurs qui verront si les employés des collectivités territoriales ou de la fonction publique... Mais la fraude est une réalité tout de même. Mais j'ai jamais nié que la fraude était une réalité. Ouais. Mais c'est pas forcément les malades qu'il faut condamner. On n'est pas obligé de casser le thermomètre pour soigner les gens. On peut peut-être aller voir du côté des médecins qui accordent quelquefois des certificats de complaisance sans réellement regarder la réalité de la maladie. Et puis que l'on recrute des inspecteurs pour vérifier la validité de ces arrêts. Et le gouvernement, vous l'avez vu, a décidé d'un délai de carence supplémentaire pour les fonctionnaires. On aligne par le bas au lieu d'aligner par le haut. Et puis surtout tout ça, ça n'est qu'une chose, ça n'est qu'une opération d'enfumage. C'est le faux nez que met en avant le président de la République et son gouvernement pour détruire le modèle social français. Car le plan de rigueur qui a été présenté par M. Fillon, il réduit très singulièrement les prestations sociales. Il s'en prend aussi aux mutuelles. Vous verrez que si, ce que je ne souhaite pas, et nous nous battons pour ça, par malheur, Sarkozy était de nouveau élu président de la République, la question de la TVA sociale, de la contribution sociale généralisée, les coupes dans les dépenses sociales, eh bien, elles seraient à l'agenda post-présidentielle. Donc oui, on est dans une opération de gens qui sont des libéraux, qui veulent casser le modèle social, qui estiment qu'il est trop coûteux, qui s'inspirent d'une manière très grande de ce qui existe aux États-Unis et de la version la plus droitière des États-Unis, où il faut, quand on est malade, on n'a qu'à se débrouiller, et puis salaud de pauvre, on n'a pas à être pauvre. Il faudrait être les seuls en Europe. J'ai jamais dit qu'il ne fallait pas. J'ai jamais dit qu'il ne fallait pas s'inscrire dans une logique de lutte contre les déficits et contre la dette. Mais le choix qui a été fait par le gouvernement et par le Premier ministre est quand même assez amusant, parce qu'il faut quand même avoir un peu de mémoire. C'est quand même lui qui, en 2007, nous a expliqué que l'État était en faillite. Et après, il a été traité de collaborateur par le président de la République. Eh bien, ce collaborateur, soi-disant Premier ministre, à partir de 2007, il a cautionné toutes les opérations consistant à servir les plus riches. Vous vous souvenez peut-être pas, parce que ça s'est passé en douce. C'était en août 2008, lorsqu'a été votée la loi TEPA. La loi TEPA, c'est 9 milliards par an. Et vous savez ce qui s'est passé quand même dernièrement, avant que on nous déclare l'État en faillite et que lance le plan de rigueur. C'est quand même la réduction de l'impôt sur la fortune. Les 2 milliards de réduction, les 2 milliards qui sont en moins dans les caisses de l'État parce qu'on a favorisé ceux qui sont passibles de l'impôt sur la fortune, ils ont été aussitôt rattrapés, quelques mois plus tard, par la TVA, qui s'adresse à tous, y compris aux plus pauvres, qui a récupéré ces 2 milliards. Donc on a fait payer, c'est l'anti-Robin des Bois. On prend dans la poche des pauvres pour donner aux riches.